don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Marc Trépanier, bienvenue au podcast. Merci de m'inviter, Anthony. C'est un plaisir d'être là. Of course. Il était temps. Je veux dire, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on collabore ensemble dans le groupe Distinction. Exactement. Club Distinction. Donc, c'est le fun. C'est un groupe de réseautage. J'en parle souvent dans les podcasts, justement. On a passé beaucoup de personnes qui sont aussi qui sont parties, qui sont membres du club. Donc, vraiment, aujourd'hui, je voulais parler de ton parcours. C'est une entrevue qui est divisée en 3 parties. Fait que le premier tiers, c'est vraiment ton background, ton expérience en mécanique, justement, que j'ai noté. Puis, évidemment, ce que tu fais actuellement. Donc, conseiller en sécurité financière chez IA Groupe Financier. Bientôt, potentiellement, planificateur financier aussi. Tu viens chercher ta licence pour ça, ton cours. Fait que, on va parler de ça. Puis, évidemment, la troisième partie, c'est ta vision, tes valeurs, puis tes objectifs d'entreprise, peut-être aussi tes objectifs personnels, à savoir. Donc, Marc, je te laisse le plancher pour te présenter. Parle-moi un petit peu de ton background aussi, avant qu'on parle de ton domaine actuel. Là. Parfait. Ben, Marc Trépanier. Moi, j'ai 39 ans. J'ai passé ma vie, les 12 dernières années, à faire de la mécanique automobile. J'ai commencé dans un petit garage, le pneu mécanique Brisson et Fils à Laval. Un petit garage de quartier là, où j'étais aux anges à cette place-là. Ouais. C'était un garage familial, puis avec honnêteté. Fait que c'était une très belle place où travailler avec des bons boss. Okay. Ce que j'aimais dans cette place-là, c'est que tu n'étais pas stressé. Tu savais ce que tu avais à faire. Fait que lui, le patron, il dit bon, ben voici le véhicule que tu as à faire, puis fais ce que tu as à faire. Fait que tu faisais l'inspection du véhicule, tu faisais l'estimé, tu faisais la réparation, tu allais parler au client aussi pour lui expliquer justement là, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Et, fait que c'était important, c'était dangereux, à quoi ça servait. Fait que c'est ça qui m'a amené un peu là, à développer le service à la clientèle à ce niveau-là, là, à parler avec eux autres. Parce que on a souvent l'habitude avec les concessionnaires où tu regardes en arrière de la vitre. Ouais. Les autres, c'était plus dans les débuts, c'était plus vieux jeu. Là, c'était encore les gens qui rentraient dans le garage. C'était plus personnel. Là, ouais. Exactement. Là. C'est sûr qu'avec le temps, là, on entend parler des règlements là, que les gens ne sont pas supposés rentrer dans le garage parce que c'est trop dangereux pour eux autres. Ah ouais, oh boy. Mais en même temps, tu vas offrir une certaine proximité quand même là, à tes clients. 100%. Puis, je pense que ça amène un certain lien de confiance aussi de montrer, regarde ta pièce, là, c'est ça qu'elle a. Là. Je veux bien là, dire que c'est pas dangereux, là, mais quand je suis capable de bouger ta roue et qu'elle bouge de 2 pouces, il y a un problème à quelque part. Fait que, c'est de réussir à parler avec les gens, je pense que ça allait amener beaucoup de choses. Ben oui, puis tu sais, on va faire une petite parenthèse par rapport à ça. J'ai fait réparer mon muffler récemment sur mon véhicule, puis la personne me dit, tu sais, on va aller voir ton véhicule, il l'a lifté. Puis il m'a dit, on a changé cette pièce-là, potentiellement que ce bout-là va devoir être changé, mais pour aujourd'hui, c'est correct. T'sais. Mais il me l'a montré. Puis il m'a expliqué, c'est le fun de voir visuellement qu'est-ce qui se passe. Ben, mais c'est ça. Puis au moins, tu comprends pourquoi tu le fais réparer. Pourquoi ça coûte ça, tu sais, c'est quoi la raison. Là. Fait que, mais je savais pas qu'il y avait des enjeux. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des règlements qui vont s'ajouter. À un moment donné, ça finit plus. Là. Fait que c'est intéressant, tu as fait ça les 12 dernières années. Pourquoi vouloir justement changer drastiquement de domaine? Ça a été quoi le déclic dans ta tête pour ça? C'est mon corps. Simplement, physiquement, là, qui me parlait, qui me demandait là, est-ce que tu es capable de te faire encore les 30 prochaines années? Ça, c'était la question. Puis, je n'étais pas sûr. Mais en même temps, j'étais bien où est-ce que j'étais. Fait que je n'étais pas pressé. Mais le corps, de plus en plus, tu le sentais. Là. Tu le sentais. Là. À chaque fois qu'on fait, que ce soit l'automne ou le printemps, là, c'est la folie des pneus. Là. Puis les pneus, mais ils rapetissent pas. Ils grossissent. Puis quand tu es bon et tu es rapide, ben c'est toi qui fais les plus gros. Fait que comme j'étais un qui était quand même rapide, il y en avait un autre aussi qui était très rapide, mais il faisait plus souvent de la mécanique que des pneus. Fait qu'à un moment donné, il faut se séparer. Fait que c'est toi qui faisais les pneus, là. C'est exactement ça. Fait que je suis toujours en train de faire les plus gros pneus, les plus pesants. Fait que je veux pas toujours pencher à ma chaîne à heure. On a beau avoir acheté un monte-pneu pour aller sa machine à balancer, ça aidait énormément, mais le corps t'a déjà magané à ce moment-là. Puis travailler dans des positions, des fois, là, qui te font sentir contorsionniste, mais tu le sais que tu ne l'es pas. Fait que ça aussi, là, ça paraît. Là, Avant que tu m'expliques, puis tu me donnes ta réponse de transition jusqu'à conseiller,
c'est quoi l'erreur que tu voyais la plus commune? Là? C'est sûr que tu changeais des pneus, mais tu faisais de la mécanique aussi. C'est quoi l'erreur la plus commune ou qui brisait sur un véhicule ou une question d'entretien? C'est quoi l'affaire qu'on devrait peut-être ne pas mettre de côté? Définitivement, c'est les pièces de direction, que ce soit les bas joints, les tie rods, biellettes de direction, puis joints à rotule en français. C'est quand même ce qui tient pas mal la roue aussi, entre autres. On a souvent la table qui va tenir ça. Fait que, quand on voit un char sur le côté avec les pneus sortis, ben c'est ça. Okay, c'est le bas joint qui a lâché, là, généralement. Là. Fait que, changer le bas joint, puis un coup, ça fait ça, mais là, tu es obligé de changer le bas joint, généralement le cardan avec, plus le towing, plus ci. Fait que c'est souvent ça qui est le plus dangereux. Puis malheureusement, on a des très belles routes au Québec qui nous aident énormément à garder ça en bon état. C'était sarcastique. C'est une chose qu'on changeait quand même régulièrement, là, justement pour ça. Là, puis bien sûr, les freins, là, qui est quand même... Là, ça fait du sens. Puis, évidemment, notre véhicule fait des bruits aussi. Là, on entend certains... Il y a des bruits des fois que, quand tu pognes une bosse et tu entends un toc-toc, généralement, ça ne veut pas dire que c'est inquiétant. Parce que c'est j'ai juste le mot en anglais qui me vient, le link kit. Le link kit, oui. C'est la tige de la base stabilisatrice. Celui-là, on n'est pas dans une piste de course non plus. Fait que même s'il fait du bruit, il n'est pas dangereux. Right. Mais il est fatigant parce que tu l'entends très bien quand tu roules et tu pognes une bosse. Fait que, ça veut dire qu'il n'est pas lousse ou ça veut dire ça veut dire qu'il est lousse, okay, mais ça veut dire que c'est pas une urgence à changer. C'est pas mécanique. C'est juste parce que quand tu conduis, tu entends toujours le toc, toc, là tu te demandes c'est quoi qui se passe avec ça, mais des fois c'est juste ça. Fait que là, tu dis OK, c'est le link kit. Fait que il n'y a pas de mode d'urgence qui est obligé d'embarquer à ce moment-là. OK, c'est vraiment drôle qu'on se parle de ça parce que c'est exactement le bruit que j'avais dans les derniers jours. Puis je l'avais fait changer il y a 2 ans, je pense, mon link kit. Fait que probablement qu'il serait dû, là, ou un an et demi. Bref. J'espère que tu en avais pris un qui était garanti à vie aussi. Je sais pas. C'est garanti à vie? Il y en a certains, oui. Shit. Ouais. Il y en a d'autres que c'est pas garanti à vie. Ça dépend combien tu as décidé de payer. Là. C'est souvent ça la question. On veut toujours aller au plus bas, mais il y a des fois, il y a des avantages à aller avec un peu plus élevé, mettons. C'était la minute mécano. Fait que pour les gens qui ont des véhicules qui faut faire l'entretien là-dessus, ben on peut toujours contacter Marc. Là. Mais on va revenir à nos moutons. Fait que, parle-moi de la transition. Fait que est-ce qu'il y a un jour que tu t'es levé, tu te dis là c'est assez, j'arrête la mécanique, puis je m'en vais faire mon cours? Ben, dans le fond, je suis tombé en vacances. Ouais. Puis là, je scrollais sur mon téléphone sur Facebook. Je suis tombé sur un test d'entrepreneuriat de IA Groupe Financier de l'agence Saint-Jérôme. Nice. OK. Par curiosité, j'ai rempli le test. Ben oui. J'ai répondu aux questions. C'est le genre de test que tu comprends pas vraiment ce que tu réponds parce que les questions et les réponses n'ont pas nécessairement de sens. Mais apparemment, ça en a un. Fait que j'ai rempli ça. À la fin, il me demandait d'envoyer mon CV. J'ai dit, mon CV, il n'est pas fait. Fait que j'ai envoyé le test sans CV. Puis je me disais, c'est ça. J'aurais pas de nouvelles de ça. J'ai fait ça pour le fun. J'ai dit, OK, correct. 2 jours plus tard, je recevais un appel comme quoi qu'ils voulaient me rencontrer. Fait que là, j'ai pris une rencontre avec Carole Marchand, qui était la directrice d'agence. Là. Ouais. Ben, qui est encore la directrice d'agence à Saint-Jérôme. Nice. Et elle m'a parlé du métier de conseiller en sécurité financière. Qu'est-ce que c'était pour faire? Fait que j'ai décidé que j'embarquais. Fait que après les vacances, j'ai averti mon boss que j'y donnais, que je quittais l'emploi. Puis ce que j'avais pas prévu, c'est que 2 semaines après, je commencerais les cours. Fait que ça a été quand même assez rapide. J'aurais aimé ça laisser un peu plus de temps à mon ancien patron, Guy, pour laisser le temps de se retourner. Mais en même temps, on avait de la difficulté à trouver des employés. Fait que là, j'avais l'opportunité que ça démarre maintenant, au début septembre. Fait que j'ai sauté sur l'occasion, là, puis il m'a supporté quand même là-dedans, là, en me disant « Oh, yeah, on va se débrouiller. Okay. » là. Il veut toujours que je revienne travailler pour lui, là, mais... T'aimes ça être à ton compte quand même, là, être seul, parce qu'il y a des équipes, évidemment, en tant que conseiller en sécurité financière. Là. Ben, je collabore beaucoup avec un cabinet qui s'appelle Gestion de patrimoine Gascon. Okay. Fait que ça m'apporte le soutien de 2 planificateurs financiers, Patrice Gascon et Émilie Robillard. Okay. Fait que déjà ça m'amène déjà beaucoup là, de connaissances puis de coaching. Là, for sure.
dans mon nouveau travail. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ça a été quoi les points vendeurs qui t'a fait comprendre de dire OK, ça c'est une opportunité justement de changement de carrière? Ben, j'avais un conseiller en sécurité financière avec qui j'avais fait affaire dans le passé pour mes assurances hypothécaires. Ouais. Il m'avait parlé des REER, des CELI, puis comme j'avais une bonne compréhension au travers de ça, il m'avait proposé cet emploi-là. Mais à ce moment-là, j'étais pas prêt à faire le switch. J'étais bien en mécanique. Ah, for sure. Puis, j'ai toujours aimé ça. Fait que j'ai toujours fait mes impôts, j'ai toujours fait mes placements moi-même. Ça allait bien. J'avais une bonne compréhension. Fait que là, c'est un peu ça qui m'a poussé un peu dans cette direction-là. Okay. Puis de vouloir le faire pour les autres, les accompagner, d'aller chercher le pourquoi qu'ils veulent investir de l'argent, pourquoi qu'ils veulent épargner, c'est quoi qu'ils veulent protéger. C'est de leur vision, leur rêve qu'on va parler. Puis c'est de pouvoir avoir l'opportunité de les accompagner là-dedans. Je trouve que c'est merveilleux. Là. C'est ça qui me drive le plus dans ce métier-là. Le plus. Oui. Puis je pense que faire un saut là-dessus, c'est une question qu'on se pose souvent quand on se lance en affaires, mais est-ce que tu as déjà vécu le syndrome de l'imposteur? Tu sais, de savoir, je suis qui, moi, justement, pour me lancer dans tel domaine? Parce que moi, je l'ai vécu en marketing. Je sais pas comment tu as vécu ça. Là. Ben, tu te demandes toujours, est-ce que je suis à la bonne place? Je suis sur mon X, déjà. Oui, exactement. Parce que là, tout est nouveau. Veux pas, là, tu passes d'un côté salarié. Oui, j'avais certaines libertés, mais veux pas, là, c'était quand même structuré. Là, c'était rendu, c'est moi qui s'occupais de tout. Là. Fait que autant le marketing que la planification des rendez-vous, tout. Les finances aussi, parce que là, tu deviens une mini-entreprise aussi. Là. Exactement. Ouais. Fait que ça aussi, là, il y avait des changements, des habitudes à prendre aussi que tu n'as pas en tant que salarié parce que ça n'a pas d'importance. Non. Puis surtout, je pense, un point que je retiens souvent des gens qui se lancent en affaires dans leurs premières années, c'est de s'établir une routine. De se dire, quand tu as un travail puis tu es salarié, ben, tu te dis, OK, il faut que je rentre à telle heure. Mon boss me dit de rentrer à telle heure, puis je finis à telle heure. Mais quand tu es à ton compte, c'est toi, faut qu'il mette ces limites-là. Exactement. Tu peux décider de commencer à 6 heures le matin. À midi, ça te tente, là. Exactement. Fait que c'est dangereux, là. Ça peut être très dangereux parce que des fois, tu dis, aujourd'hui, je me lève le matin, j'ai pas de meeting, je me sens fatigué, fait que j'ai pas le goût de rien faire. Fait que c'est facile de dire, je peux aller masser, puis pas grave, là, tu sais, je vais avoir le temps de me reprendre après, mais après ça, tu te ramasses que si tu fais ça trop souvent, tabarnouche, tu dis, OK, là, je suis en train de courir parce que j'ai décidé que ça me tentait pas. Là. Fait que non, c'était important. T'as-tu vécu ça personnellement, ça? Genre rentrer dans ce nouveau mode de vie-là puis de devoir s'adapter dans ta routine? Oui, ça m'est arrivé parce que des fois, là, je travaillais à la maison, puis là, tu dis, là, j'ai ça à faire à la maison. Fait que là, tu dis, je vais faire un petit peu de ça, je vais faire un petit peu de ça. Ouais. Fait que là, tu te rends compte assez vite que finalement, tu es plus en train de t'éparpiller que d'être productif d'un côté ou de l'autre. 100%. Fait que là, ça a été de revenir et de dire, OK, mais là, on va se mettre une structure en place, puis on va la respecter. Puis depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Mais oui, il y a toujours l'adaptation du départ. Oui, puis c'est intéressant parce que je t'avais posé cette question-là pendant notre meeting. Tu sais, ton métier te permet aussi de travailler à distance. Oui. Puis tu m'as quand même dit, moi, je préfère aller me déplacer au bureau pour faire mes rendez-vous, travailler, avoir une certaine structure. Je ne sais pas si c'est à chaque jour, mais plusieurs jours dans ta semaine, tu te déplaces pour aller le faire. 3-4 jours semaine que je vais au Pourquoi bureau. Tu fais ça? Parce que tu dis, moi, je sauverais du trafic, je sauverais du temps, du gaz si je restais chez nous. Oui, mais en même temps, quand tu vas travailler au bureau, tu as accès, comme je disais, au cabinet de gestion de patrimoine. Mm-hmm. Fait que j'ai accès à ces deux personnes-là ressources. Ouais. Puis quand tu travailles, puis tu te poses des questions, il n'y a rien de meilleur dans la vie que les conversations de 2 minutes, 3 minutes dans le couloir où tu poses une question puis tu as une réponse directement. Là. Directement, là, plutôt que d'essayer de la chercher nécessairement. Là, vers des courriels, des appels. Ouais. C'est ça. Fait que tu sais, il y a quand même ça là, qui peut amener. Puis des fois, tu parles d'un dossier, tu vas t'asseoir avec eux autres, tu vas parler d'un dossier, puis ils peuvent t'éclairer plus rapidement. Puis c'est pas seulement ça. Je trouve que la connexion humaine dans tout domaine confondu, même si c'est une question banale ou tu sais, comment ça va, tu crées une connexion aussi. Tu crées une relation avec la personne. Tu dis, c'était même pas ça le but, mais ça me fait penser à quelque chose. Ça tente qu'on travaille là-dessus ensemble? T'as-tu du temps pour qu'on s'aide, whatever? Il y a toujours ces opportunités-là aussi qu'on pense pas, qui sont pas calculées. T'sais. Non, exactement. Parce que c'est important de créer des liens. C'est la base
C'est la base En de mon affaires, métier, là, c'est la base de simplement. tout. Là, Oh, tu sais, Ça. oui, c'est ce qui est le plus important parce que dans ce métier-là, c'est la relation qui va tout faire. Sure. Si tu n'as pas de relation avec la personne, il n'y a pas grand-chose qui va se passer là. J'ai bien une question qui me pop dans la tête. J'ai une question concrète là, au niveau de l'investissement. Disons qu'on a un CELI, un REER, un CELIAP, peu importe le véhicule. Comment on fait pour établir une discipline d'investissement? Puis pas sortir de ce bon engagement-là, de dire, OK, ben là, je sais pas, ces temps-ci, c'est un peu plus difficile. Je me suis engagé avec un conseiller pour dire, je verse 300-500 $ par mois, mettons, dans mon CELI. Mais là, je suis pas capable. Whatever. Comment on fait pour s'ajuster puis créer une discipline puis respecter cet engagement-là malgré les hauts et les bas, disons, de la vie? Ben, d'un, c'est de prendre connaissance de ses propres finances. Ouais. Ça serait déjà de faire un bon budget. C'est déjà la base de toute chose. Puis après ça, si tu fais ton budget comme il faut, puis tu es honnête, là, puis tu mets toutes les petites dépenses que tu mets, même ton petit café à 2 piastres le matin, là, c'est là que tu vas être capable de dire, bon, ben, où est-ce qu'elle va mon argent? Pourquoi, là, tout d'un coup, je suis pas capable de le mettre? Si c'est parce que t'es arrivé une bad luck, puis ça a coûté plus cher, OK, c'est normal, OK, mais tu sais, peut-être que ce mois-ci, je vais dire que je vais en mettre un petit peu moins, mais je vais m'en reprendre, ça sera pas trop long. Mais si c'est parce que tu dépenses dans des choses qui sont un peu inutiles, ben là, c'est la question à te poser, c'est est-ce que je veux me discipliner à avoir ce que je veux atteindre comme objectif ou je veux continuer à vivre au moment présent, tu sais. Puis tu me diras si j'ai tort, mais j'ai l'impression que tu disais oui, il faut que je place de l'argent, il faut que je mette de l'argent de côté, mais sans avoir d'objectif non plus. Tu sais, que ça soit chiffré ou que ça soit un objectif d'achat ou d'immobilier, d'actifs ou de voyage ou c'est un fonds d'urgence, whatever, mais si t'as pas d'objectif, ça peut être difficile de se motiver peut-être. Ben, t'as pas aucune motivation dans ce temps-là. Tu dis, je mets de l'argent là, pour quelle raison? Pourquoi, ouais? Juste parce que je veux faire fructifier mon argent, mais... Tu peux avoir un chiffre dans ton compte, mais tu es rendu là. C'est ça, c'est quoi le chiffre, c'est quoi le but. Right. C'est toujours important, puis c'est un peu ça là, qu'on nous autres, on vient poser comme question, puis structurer, dire, bon, ben, tu sais, tu veux atteindre ta maison. Ben, OK, ça, c'est un bon objectif. Tu veux voyager à chaque année, ben, OK, ça, c'est un autre objectif. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas la même méthode d'investissement pour acheter une maison que pour aller en voyage à chaque année que pour planifier la retraite. Fait que c'est toutes des choses là, qui partent de la personne en premier lieu, de dire justement, oui, mais c'est important que j'aie le contrôle sur mes finances, comme ça, je sais où est-ce que je m'en vais. Ne pas se fier sur le gouvernement pour te faire vivre rendu à la retraite. Là. Ouais. Souvent, passer les rentes, c'est pas si... ben, il y en a beaucoup qui c'est ça, ils disent, ben, je vais avoir les rentes du gouvernement qui va rentrer, je vais être correct, mais la réalité, c'est que tu risques de trouver ça serré pas mal puis de faire comme moi, finalement, j'aurais peut-être dondu. Tu vas manger beaucoup de coutons, malheureusement. C'est pas assez. Fait faut que tu te prépares, puis malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui disent, je vais attendre plus tard pour la retraite, puis je vais travailler toute ma vie. Puis là, t'es rendu, écoute, là, faut que je prenne ma retraite, j'ai rien de côté. Exactement. Fait que t'es mieux de mettre un 50 $ par semaine de côté. Puis plus t'es jeune, 200 $ par mois. Mieux c'est. Le meilleur allié que t'as en investissement, c'est le temps. Il n'y a pas de meilleur allié que ça. Avec le temps, là, si on regarde le SP500 de 1980 à aujourd'hui, là, on peut dire qu'il y a une belle montagne qui a gravi là, si on regarde le graphique comme il faut. Fait que, oui, il y a des années que ça va être... on peut pas... Ça va être plus fluctueux, ça va être incertain, ça va descendre. Mais si l'objectif est à long terme, c'est de prendre juste l'habitude puis de saisir les opportunités quand ils apparaissent. Puis j'ai l'impression que les gens connaissent plus ou moins ces véhicules-là. Comme je disais tantôt, on a mentionné les REER, CELIAP, tu as le REE aussi, qui est intéressant. Mais pour un travailleur autonome, y a-tu des... Qu'est-ce qui serait intéressant, disons que j'ai 1 000 $ par mois à investir en placement? Comment tu diviserais ça si tu prends un jeune qui veut potentiellement s'acheter son premier achat immobilier, disons? Comment tu diviserais ça? Je te mets une mise en situation. Ben, il y a beaucoup d'impondérables qu'il faut prendre en compte. D'un, son revenu. Sure, ouais. Parce que investir dans un REER quand ton revenu est bas, c'est pas intéressant. OK. Parce que justement, le but du REER, c'est de baisser ton salaire pour avoir une économie d'impôt, mais quand tu veux la retirer, si tu la retires, ça coûte plus cher d'impôt, tu n'es pas plus avancé à ce moment-là. C'est ça, tu as moins de flexibilité si tu veux ressortir ton argent. C'est vraiment un fonds de retraite. Exactement. Tu laisses ça dormir, en même temps, mais
c'est de vérifier. C'est, comme je dis, si la personne fait 30 000 par année, si on réduit son ça vaut pas la peine. Right? on est mieux de l'investir dans le CELI à ce moment-là. Fait que c'est dur de répondre à ta question sans avoir plus d'informations. Oui, ben je peux. Ben, ça peut être quelqu'un qui fait quoi, 50 000, 60 000, que là, ça devient plus intéressant. Mais encore là, c'est ça. Mais Ouais. ça dépend des objectifs qu'il y a aussi. Ça dépend, y a-tu des enfants? C'est pour ça que c'est dur de chiffrer ça dans une rencontre. Puis de dire aux personnes, ben c'est ça, on ne sait pas ça en un tiers, un tiers, un tiers. Parce Ou que ça c'est marche 100 pas de piastres. même. Non. Ça se peut, je te dise qu'une année, on va mettre 2 000 en REER, puis l'autre année, ben, finalement, on va en mettre juste 1 000. Là, pour quelle raison? Ben, c'est parce que ça peut avoir un lien avec le revenu, ça peut avoir un lien avec les objectifs que tu as aussi. Là. Ben, oui, puis j'aime ça que tu amènes qu'est-ce qu'il est. Parce que chaque client est différent. Ta clientèle, c'est principalement les travailleurs autonomes. Oui. On peut peut-être répondre à cette question-là. Pourquoi vouloir travailler avec des travailleurs autonomes plutôt que des salariés, disons? Ben, les travailleurs autonomes sont, pour ma clientèle à moi, là, je peux les accompagner encore mieux. OK. Parce que généralement, ils n'ont pas d'assurance collective, ils n'ont pas de fonds de pension également. C'est vrai. Fait qu'il faut tout qu'ils bâtissent eux-mêmes. Fait que pour moi, de pouvoir les prendre en charge puis les amener à atteindre leurs rêves, c'est ce qui est intéressant là-dedans. Là. Puis après ça, mais tu sais que tu vas pouvoir t'occuper de la famille. Là. Un coup, tu vas avoir gagné la confiance de la personne. Fait que ça l'amène toujours une clientèle qui est variée après. Oui, je pense que c'est une belle clientèle aussi qui est peut-être plus active aussi sur leurs finances, qui sont proches, qui s'intéressent beaucoup plus peut-être. Parce qu'ils n'ont pas le choix dans le sens, parce que c'est leur gamme. Ils n'ont pas le choix de s'attacher à ça. Pas le choix de checker qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Non, exactement. Ils sont très conscients de ça. Tandis qu'un salarié, mais il va avoir avec un fonds de pension. C'est ça. Il y a déjà tout ça. Fait que pour lui, dans sa tête, c'est moins urgent. Moins lourd. Même si parfois, là, on se rend compte que selon certains régimes, ça pourrait être avantageux là, de quand même faire affaire avec un conseiller puis d'amener des compléments. Mais là, il y a toujours la question du prix là, que les gens là, ils arrêtent à ça. Au lieu Quand tu dis le prix, c'est le prix de l'assurance ou le coût du placement qui pourrait être intéressant. Là. Puis parenthèse, par rapport à ça, j'en revenais pas quand tu me disais ça dans le meeting. J'ai dit, les gens te négocient sur les primes d'assurance que tu pourrais offrir, puis ils vont magasiner, mettons, leur conseiller par rapport à ça pour quelques piastres. Là. Oui, souvent, des Vraiment fois, ça, malheureusement, là, j'ai déjà vu ça, puis je trouve ça dommage parce que ce que tu veux, c'est de trouver quelqu'un à qui tu vas pouvoir avoir confiance, qui va pouvoir t'accompagner. Fait que si tu magasines un prix, ben excuse-moi de te dire, mais tu n'auras jamais le service que tu mérites. Non, 100%. Puis ça, c'est plate, mais malheureusement, là, ça fait partie là, du monde dans lequel on vit comme conseiller. C'est une réalité que il faut essayer de changer, que ce soit le conseil qui prime par-dessus le prix. Là. 100%. Ouais. Puis pour revenir à ma question initiale, c'est de la mise en situation de 1 000 $, on va pas la refaire, mais je suis curieux de savoir pourquoi. On dirait que je pense qu'on se dit, OK, ben là, c'est ça, le REER, c'est un fonds de retraite. Après, le CELI, comment je l'utilise à bon escient ou, pour performer mes finances. Le CELIAP aussi, qui est un bon outil pour les premiers acheteurs. Comment utiliser ces outils-là d'une manière efficace, peut-être, avec notre argent. C'est sûr qu'un conseiller rentre en cause, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'éducation personnelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y intéresser davantage? C'est d'aller lire un peu à quoi ça sert, le CELI, à quoi ça sert le REER, à quoi ça sert le régime enregistré épargne-études. Qu'est-ce que tu retires d'un versus l'autre? Parce que souvent, les gens me disent, moi, pour l'étude de mes enfants, je pense pas qu'il va faire des hautes études. Ben, tu le sais pas. Ben, tiens. Tu le sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis là, ils me disent, on va investir dans un compte de banque normal. Mais je dis là, c'est parce que là, en ce moment, si tu investis dans un compte de banque normal, mais tu passes à côté d'un minimum de 30 là, de subvention du gouvernement. Le gouvernement redonne 30 de ce que tu remets à chaque. Oui, exactement. Selon le revenu de chaque personne, c'est minimalement 30 fait que c'est bon, là. C'est vraiment un excellent. C'est très bon, là, mais. Puis souvent, c'est parce que je sais que dans le passé, il y avait beaucoup de régimes qu'un coup, tu commençais à investir, tu ne peux pas retirer. Maintenant, ça commence à changer. Beaucoup, comme si je me... fait on est capable d'investir, puis si jamais il arrive quelque chose, on est capable de la retirer l'argent, mais la seule affaire qu'on perd, c'est les subventions, fait qu'on n'est pas perdant en bout de ligne, puis
veux pas, l'argent fructifie sur les cotisations que tu vas avoir faites, parce que sur les subventions que tu vas avoir reçues aussi. Fait que c'est avantageux un peu. Là. Fait que c'est un véhicule qui est encore mal compris. Tu sais, mettons, on prend un exemple chiffré pour ce compte-là, le REA. Quelqu'un qui a accumulé, mettons, 100 000. Puis son enfant, finalement, ne veut pas aux études supérieures. Puis il dit, OK. Fait que ce fonds-là, j'ai 100 000. Fait qu'il va y avoir 30 000 qui va partir de ce compte-là, qui va aller au gouvernement. À peu près normalement, ça. Dans ces eaux-là. Il faudrait que je vérifie les chiffres parce qu'il y a des maximums à prendre en compte. Ça ne doit pas être 100 000, mais tu sais, non, mais c'est ça. Si on fait un chiffron, oui, il va y avoir un 10 000, pourcentage 3 000, qui va partir. Là, exactement. Ben, c'est intéressant. Tu sais, fait que tu as quand même accumulé puis tu as fait de l'intérêt sur ces comptes-là. Exactement. Sur ces fonds-là. Fait que tu peux aller les rechercher. Ah oui, puis tu peux les transférer dans ton REER à ce moment-là aussi. Ça reste de l'argent, c'est comme un compte d'investissement. Tu l'as pas perdu, cet argent-là, même si ton enfant, il va pas. Il n'est pas perdu, là. Fait que non, ça reste bon. Ça reste un véhicule d'investissement qui est très intéressant. J'aime ça. Parle-moi un petit peu des objectifs 2025, je suis curieux. C'est une question que je pose souvent à la fin de l'entrevue, mais vu que tu es quand même en début de carrière au niveau du conseiller, c'est quoi un petit peu tes objectifs 2025? Là, tu m'as parlé aussi de ta clientèle, tu veux développer ça. Évidemment, tu as ton titre de planificateur financier que tu veux ça, je suis en train de faire les études pour ça. J'en ai encore pour au moins 3-4 ans là, avant d'arriver là, au OK, c'est quand même plus intensif. Ouais. Exactement. Là, je suis dans les prémices là, avec IA, le programme d'IA en ce moment, mais après ça, il va falloir que j'aille à l'IPF, l'Institut de planification financière, faire le programme exécutif. Ouais. Là, ça va découler après ça avec les certificats puis l'examen à l'AMF aussi, là, qui est l'Autorité des marchés financiers. Je vais te reposer la même question que je t'ai posée dans notre rencontre préparatoire. Pourquoi vouloir aller chercher ce titre-là et ne pas vouloir rester tout simplement conseiller sécurité financière? Parce que je veux amener ce qu'il y a de meilleur à ma clientèle, puis d'aller chercher, je pense, des connaissances en comptabilité, en fiscalité, en marketing, en conseil général. Je crois que ça peut juste amener un plus à eux. À ma clientèle. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve important, là, d'aller chercher les connaissances pour pouvoir mieux les accompagner. Sans remplacer le comptable ou le fiscaliste, parce que ça prend des domaines un peu plus poussés, mais de comprendre justement là, c'est quoi les tenants, les bouts, où est-ce qu'on s'enligne dans tout ça. Là, Dans le fond, ça va te permettre d'aller offrir un accompagnement beaucoup plus poussé, beaucoup plus... Ben exactement. Là, je vais pouvoir savoir, là, justement, si le client il est bon, ben OK, le comptable t'a dit ça, y a-tu raison, le comptable, ou je peux-tu le challenger? Okay. Ah, ouais, OK. Ou le comptable, il est sa bonne track. Si je commence à avoir des doutes, mais je vais pouvoir au moins questionner, je vais savoir un peu la base. Puis la même chose sur le fiscaliste, je vais comprendre un peu plus c'est quoi. Qu'est-ce qu'il fait, où est-ce que peut s'analyser, mais je ne remplacerai jamais un comptable ou un fiscaliste. Là. C'est juste avoir une meilleure idée globale aussi. Exactement, ça, pour pouvoir mieux accompagner les gens. Puis comme que je vois différentes situations selon les clients que je rencontre, ben c'est sûr que ça l'amène encore plus de connaissances. Fait que d'aller structurer ça puis de se tenir au courant des changements qu'il y a là-dedans, mais c'est quand même important quand tu joues dans les finances, veux pas, ça va avoir une incidence. Fait que... Puis aussi, potentiellement, tu vas pouvoir aller chercher peut-être une clientèle, des plus gros clients, notamment, qui ont des grosses structures financières, des compagnies de gestion, des holdings. Exactement. Différentes stratégies que tu vas pouvoir développer plus que juste un travailleur autonome qui est à son compte. Là, c'est d'autres enjeux, d'autres challenges que tu vas pouvoir aller affronter. Exactement. Okay, ça, nice. C'est sûr que ça l'amène plus de connaissances pour mieux gérer ce côté-là également aussi. C'est-tu un type de clientèle qui t'intéresse nécessairement ou tu préfères quand même la simplicité aussi de la formule avec les travailleurs autonomes? Je te dirais que ça serait un mix des deux qui serait idéal parce qu'à un moment donné, les grosses structures comme ça demandent beaucoup plus de temps. Oui. Fait que tu as une limite à ce que tu vas pouvoir donner là, en termes de service à ces clients-là. Fait que ça prend un petit mix que on peut dire de plans plus faciles, mais pas moins complexes nécessairement. Là. OK. On se projette dans le futur. Est-ce que tu te vois rester seul, solopreneur, ou tu te vois plutôt développer une certaine équipe avec toi? Je pense qu'il y a quand même une force à développer une équipe. J'aime ça. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais avoir un adjoint. Oui, ça, c'est first step, hein, pour déléguer certaines choses. Exactement, parce que tu te rends compte, mais d'avoir une équipe qui t'entoure, je crois que ça peut amener justement là,
challenge de plus. Autrement dit, tu as un dossier, puis tu peux discuter avec la personne, puis lui a sa vision, tout a sa vision. Tu as ta vision à toi. Fait que de discuter avec eux autres, c'est de ton équipe, justement, ça peut faire comme « Ah oui, j'avais pas pensé à ce petit détail-là. » Puis là, ça peut t'amener sur une autre direction, ou finalement, tu sais, fait que je trouve que développer une équipe, ça serait l'idéal. Oui, ça pourrait être un intérêt. Puis je pose souvent cette question-là à des entrepreneurs qui se lancent parce que c'est souvent, quand on croit en affaires, on est confronté un peu à ce challenge-là, à savoir, OK, j'ai beaucoup de retours, j'ai de la nouvelle clientèle, est-ce que je suis capable d'accepter toute cette nouvelle clientèle-là ou je dois me limiter, j'ai un maximum de temps humain. Est-ce que je suis bien avec ce maximum-là ou vraiment, hey, j'aimerais développer ça, j'ai un projet de décupler une belle entreprise et d'avoir des gens que je veux faire grandir avec moi. C'est un peu ça. Là. Un peu ça, oui. Okay. Puis c'est d'apprendre à dire non aussi des fois à certains clients. C'est surprenant, là, mais c'est qu'à un moment donné, quand le client il veut pas fonctionner à ta façon, mais c'est d'apprendre à dire, bon, ben gars, je suis désolé, mais moi, je pourrais pas t'accompagner là-dedans dans ce cas-là. Le lien de confiance n'est pas là. Fait que c'est d'apprendre à dire désolé, mais il va falloir vous trouver quelqu'un d'autre à ce moment-là. Fait que ça, c'est pas facile non plus à faire, surtout au départ, là, parce que tu veux pas. Quand tu démarres ton entreprise, on a tout. Tu veux que l'argent rentre quand même. Hein? Ben, c'est ça, tu veux que l'argent rentre quand même, mais c'est fait que c'est de réussir à le faire à ce moment-là, je pense que c'est un plus que j'ai là, pour de me respecter moi personnellement. Oh, j'aime ça, respecter tes valeurs, respecte-toi en tant qu'entrepreneur personne. Ça t'est déjà arrivé, j'imagine, de devoir refuser des clients. T'as-tu, si t'es à l'aise d'en parler, qu'est-ce qui s'est passé pour dire je pense pas que c'est un fit ou peu importe, ça a été quoi la réponse que tu as eue vis-à-vis ça? Ben, la personne n'était pas coopérative. Je lui demandais des documents, j'essayais de l'amener, de faire comprendre, mais à un moment donné, la personne n'était pas sérieuse dans le processus? Elle n'était pas sérieuse dans le processus. Fait que j'étais plus en train de perdre mon temps qu'autre chose. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben, gars, désolé, mais là, moi, je m'occupe plus de toi, là, tout simplement. Là, tu vas voir quelqu'un d'autre parce que c'est bien beau de vouloir dire, ah oui, il y a un produit à vendre avec cette personne-là, mais si tu n'es pas capable de bâtir ton dossier pour pouvoir justement l'amener à dire, bon, ben, OK, c'est ça que ça prend, ben, je ne vois pas à quoi je sers. Fait que va rencontrer quelqu'un qui va peut-être mieux fitter avec toi. Rendu là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que j'ai dit, c'est fini. Là. Moi, je sais la plug. Là. Pourquoi je te prendrais au sérieux si tu me prends pas au sérieux ou ma démarche professionnelle, ben ça, c'est important. Là, ça, là. C'est ma réputation. Là, aussi. Et c'est important aussi, quand même. Là, je veux bâtir quelque chose. Je veux pas bâtir une entreprise tout croche. Je veux la bâtir comme il faut. Puis il n'y a pas juste ça. C'est dans le sens, si mettons, tu te dis, OK, je vais prendre mon mal à patience. Je vais accepter ce client-là, ces difficultés-là. Ce client-là va potentiellement te référer à des personnes qui vont lui ressembler. Généralement aussi. C'est comme, est-ce que tu es prêt aussi à accepter ça? Ben, je sais pas. C'est ça qui c'est une discussion malaisante. Ben, je t'ai référé à un client, pourquoi tu l'as pas pris? Right? Quelque chose du genre. Là. Ça peut être assez un petit peu frustrant pour les deux parties. Puis tu le sais que justement, tu vas perdre souvent du temps à courir après la personne. Là. Puis je sais que ça, c'est un des plus gros challenges au tout début quand on se lance aussi parce que, comme on a dit tantôt, c'est de l'argent. On a besoin que c'est ça qui nous fuel au niveau de l'entreprise puis au niveau personnel. Fait que des fois, on dirait qu'il faut faire des concessions jusqu'à un certain point, j'imagine. C'est du cas par cas pour dire je le sens pas parce que long terme, ça vaut pas la peine l'argent que je vais recevoir à court terme, mettons. Oui, c'est ça aussi, parce qu'on est en business. Fait que veux pas là. Le temps que tu vas avoir mettre là-dessus, c'est du temps que tu vas peut-être pour faire la prospection ou aller chercher des clients plus le fun. Exactement. Fait que c'est toujours de faire un peu la part des choses. C'est de voir c'est quoi que tu veux amener comme client aussi. Là. Ce qui est important, c'est quel avenir que j'ai avec ce client-là, c'est quoi que je vais faire avec celui-là. C'est quel avenir. Puis, c'est comme n'importe quel business, tu essaies de te projeter dans l'avenir là, pour savoir tel produit. Tu développes un produit, mais vers où qu'est-ce que je vais faire avec ce produit-là dans les prochaines années, mais c'est un peu la même chose avec la clientèle. Fait que si l'objectif de la cliente, c'est juste de protéger quelque chose, puis qu'après ça, elle déménage, je sais pas, en Ontario ou à la Colombie-Britannique, Alberta, mais pour moi, c'est pas nécessairement avantageux de la garder comme cliente. Parce que mon permis, pour moi, il est juste au Québec.
C'est de prendre toutes ces... Il y a prendre ça en plusieurs choses à prendre en compte. Puis des fois, ben, tu peux pas tout avoir non plus parce que les gens, ils veulent... ils aiment se dire diversifiés quand ils sont éparpillés. Fait que ça aussi, là, ça rentre en ligne de compte. Là. J'aime ça. Si on prend cette question-là puis la revirer, un client parfait pour toi, ça serait quoi? Quelqu'un qui est prêt à discuter, à challenger, parce que je veux pas que la personne en avant de moi me dise tout le temps oui. Je veux qu'elle pose des questions, parce que je veux qu'elle être sûr de m'assurer qu'elle comprenne. Puis c'est quelqu'un qui va vouloir un accompagnement. Fait que c'est quelqu'un qui veut justement avoir à chaque année qu'on se rencontre, qu'on révise le dossier, savoir les objectifs, est-ce qu'ils ont changé? J'ai-tu eu des changements dans ta vie? Est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu as acheté une nouvelle maison? Tu me l'as pas dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a besoin de rectifier le tir? Est-ce que ce qu'on a mis en place est encore suffisant ou pas? Fait que c'est le client idéal, c'est celui qui veut être accompagné et qui est prêt à avoir un échange collaboratif avec moi. Puis je pense que si on retourne pour la perspective du client, d'avoir un conseiller parfait, c'est quand je prends le téléphone, on a une réponse assez rapide. Que ce soit par messagerie, dire je suis occupé en ce moment, je peux pas répondre, ou une certaine rétroaction, par courriel, un message texte, whatever, mais avoir ce service-là, cet accès-là, ça fait partie justement d'un bon service, je trouve, là, de conseiller. C'est important quand même. Le côté humain est très important. Puis un peu pour ça que je réfléchis toujours plus à avoir un adjoint, parce que des fois, répondre au téléphone puis travailler en même temps, c'est pas toujours évident. Fait que d'avoir quelqu'un qui... Juste prendre connaissance de l'appel, tu sais. Ben, mais c'est ça, puis dire, OK, est-ce que je peux répondre à ta question ou est-ce qu'il faut que je te transfère à monsieur, puis quand est-ce que je peux te donner c'est son calendrier, voici, on peut booker un moment là. Exactement ça. Là. Fait que ça, c'est un autre côté cool. Là, qui est assez qu'il faut développer, là, ce côté-là, parce que si tu veux offrir un bon service à la clientèle, ça part de là aussi. Là. Est-ce que tu recherches une adjointe virtuelle ou adjointe vraiment, comme physique? Là? Moi, je dirais plus physique. J'aimerais mieux quelqu'un avec qui je suis capable de travailler puis au bureau, de créer des liens. Mon rôle, moi, c'est ça, de créer des liens. Puis en virtuel, ben c'est pas les mêmes liens qui se créent. Puis 100%. Même avec mes clients, je suis à l'air de virtuel, mais je préfère toujours avoir des rencontres en présentiel. C'est ça que tu me disais, hein? Tu préférais avoir au tout début, mettons, de la relation avec un client, c'est d'établir les premières rencontres, disons, en présentiel. Le plus possible, oui. Puis après, ben c'est sûr, par facilité, pour des petites questions rapides, ben à distance, c'est le fun, mais faire tout le processus à 100% à distance, ça peut être... Tu crées moins de liens dans ce temps-là. C'est pas le contact humain n'est pas là. Fait que ça c'est important parce que comment tu veux sentir Sure. Tu sais, quand on parle avec quelqu'un, souvent on va se sentir « je m'entends bien, lui, j'aime bien l'énergie qu'il dégage », mais en virtuel, tu ne sens pas cette énergie-là. Non, c'est un peu à froid, tu sais. Exactement. Fait que, ce côté-là, je trouve qu'il est important là, de garder le présentiel. Puis je pense que les clients, ils aiment ça aussi. Oui, puis on valorise ça de plus en plus parce qu'on on a vécu la pandémie, l'après-pandémie, tout le monde est à distance. Puis quand on est revenu tranquillement, on s'est dit « OK, attends, c'était quand même le fun de venir, tu sais, mettons, vraiment venir travailler au bureau pour certaines personnes, ou un mix de tout ça, sans être dans les deux extrêmes. Exact. C'est le fun d'avoir cette flexibilité-là, mais moi, personnellement, par exemple, je ne pourrais pas travailler tout le temps de la maison. Il me manquerait cet aspect-là, une motivation, une connexion humaine surtout. Au niveau du travail, collaborer. Souvent, tu es solitaire à la maison, là, c'est rare que tu vas avoir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas personne. Là, fait que... Tu fais des gens, mais c'est pas des gens. Tu sais pas, là, quand tu viens au bureau, tu es dans cet environnement-là de travail, de collaboration. Surtout ici, c'est du coworking. Fait que tu rencontres plusieurs personnes. Moi, je trouve ça génial. Puis toi, au bureau, tu dirais-tu que tu es une des rares personnes qui viennent travailler? Non, on est... Il y a quand même pas mal de gens qui viennent travailler au bureau. Fait que c'est quand même, quand même beaucoup. Mais c'est sûr que c'est dur à quantifier parce que parfois notre travail nous amène chez les clients aussi. Donc, tu sais, il y a beaucoup de va-et-vient dans une journée. Est-ce que tu te déplaces chez les clients? Ça m'arrive, oui. Okay. Autant, je leur offre souvent le choix, c'est au bureau, à domicile ou en virtuel. Puis des fois, quand je parle avec eux autres, je dis, moi, c'est sûr que je préfère le présentiel parce que justement, on peut créer un meilleur contact. Puis tu sais, pour finir sur ce sujet-là, c'est intéressant parce que dans le passé, avant
tout ce qui est Zoom, Google Meet et tout ça, c'était la base, c'était ça. Les gens se déplaçaient chez les clients, les conseillers chez les clients ou vers au bureau. Aujourd'hui, c'est un élément différenciateur de dire que oui, je l'offre à distance, mais c'est pas un frein dans le sens où on peut se rencontrer aussi, je peux offrir, je peux me déplacer vers toi. Ça, c'est un effort de plus que les gens disent OK, il est impliqué, puis j'ai l'impression que je vais avoir un excellent service avec lui parce qu'il est prêt à se déplacer. Exact, c'est sûr que ça aide, ça facilite le contact des gens partants quand tu te déplaces chez la personne. Fait justement, elle n'a pas besoin de sortir, elle n'a pas besoin de tout chambouler ses affaires. Fait que c'est sûr que ça l'aide un petit peu à ce moment-là. Mais les gens aiment bien venir au bureau aussi. Je suis quand même assez surpris. Oui, ils aiment bien se déplacer pour venir nous rencontrer dans nos installations puis voir comment on travaille à notre place. Puis il veut pas, je pense, quelqu'un aussi qui prend le temps de se déplacer, va amener peut-être les documents nécessaires, va se préparer d'avance, son ordinateur, whatever. Va faire ce processus-là. C'est sûr qu'il faut que tu sois prête un peu quand tu te déplaces parce que c'est... Sinon, tu arrives là et c'est sûr, mais avec l'informatique, par exemple, on est capable de pas mal tout faire avec l'ordinateur. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir, comme avant, là, mon planificateur, il parlait, Patrice, il faisait ses boîtes, il mettait dans la valise avant de partir sa journée parce que ça en allait rencontrer Exactement. Fait que il fallait que tout soit classé. Tandis qu'à Star, il part avec juste sa petite mallette, puis il peut avoir 10 dossiers. Puis, c'est tellement beaucoup plus efficace. Ça, c'est sûr. Exactement. Fait qu'il y a eu une amélioration sur ce côté-là avec l'informatique, mais ça reste que le contact humain, c'est ce qui est le plus important aussi. J'aime ça. Parlons un petit peu du marketing. Évidemment, le podcast, c'est une des manières aussi de créer du marketing pour toi, te faire connaître puis développer ton réseau. Est-ce que c'est ton premier effort marketing? As-tu des idées de contenu que tu aimerais développer après le podcast de ton bar pour faire connaître? C'est qui Marc, là, en fait? Oui, mais c'est à ça que j'essaie de réfléchir un petit peu. C'est un monde un peu inconnu pour moi. Donc, je suis pas à 100% à l'aise de me dire... Avec les Facebook, les Instagram. Exactement. C'est pas mon monde à moi, mettons. Sauf que je sais que c'est une belle plateforme, justement, pour te faire connaître. Mais ce que je veux, c'est pas inonder ça de produits. Je veux avoir un contenu là, qui va parler de moi, de ce que je peux accomplir, de qu'est-ce que je fais, comment... Qu'est-ce que je veux créer avec les gens. Parce que si on se dit les vraies affaires, un courtier immobilier, courtier hypothécaire, conseiller en sécurité financière, on offre les mêmes produits ou semblables. Assez semblables. Ouais, les assurances et tout ça, ça reste... Il y a des différences, mais ça reste une assurance. Fait que comment on se différencie, c'est l'approche personnalisée que tu peux amener. La personne derrière ces produits-là. Exactement. C'est ça c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent parce que c'est ça qui fait toute la différence, c'est de créer la relation. Puis si on met ça au plus simple possible, dans le fond, c'est l'entrepreneur derrière l'entreprise. Fait que comment, dans le fond, pourquoi on irait travailler avec Marc Trépanier? Comment on fait pour développer ce lien de confiance-là? Ben, c'est un peu le contenu qu'on crée ensemble. Mais si je te relance la question, pourquoi on irait travailler avec Marc? Ça, on me l'a posé quand même quelques fois, puis j'ai toujours de la misère à répondre un peu à cette question-là. Parce que je vais dire un peu ce que mes clients me disent quand je leur demande s'ils ont apprécié la rencontre. C'est généralement, ils se sentent écoutés. Et ils sentent que je prends le temps de bien les accompagner, de bien leur expliquer les produits ou les solutions que je mets en place. Puis le fait que je ne mets pas de pression. Ça, c'est revenu souvent, dire qu'ils n'ont pas l'impression que j'essaie de leur vendre un produit, mais bien que j'essaie de les accompagner dans le processus. Fait que je pense que c'est la seule chose que je peux répondre vraiment, c'est ce que les clients me disent qu'ils apprécient quand que je fais mes rencontres avec eux. Bien, je pense que c'est ça, c'est nécessaire. L'écoute, puis la patience aussi. Prendre le temps avec la personne. De ne pas dire je suis timé, j'ai d'autres meetings, de respecter un certain temps, mais d'avoir cette flexibilité-là, je pense aussi c'est bon. En effet, ça peut avoir ses avantages, parce que des fois, tu mets une heure, mais des fois, ça peut dépasser un peu. Fait que, fait que de mettre des rencontres des fois trop serrées, c'est plus compliqué un petit peu. J'imagine. C'est le fun. Idéalement, je pense qu'un accompagnement avec un conseiller en sécurité financière, c'est à vie, du moins. T'espères ça? Idéalement, oui. T'espères ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un client reste avec toi, disons? Comment tu fais pour entraîner cette relation-là?
Ben, c'est de prendre la peine de l'appeler, là, puis de le rencontrer au minimum une fois par année, si c'est pas plus, dépendamment de sa situation. Puis c'est d'être toujours prêt à l'écouter. C'est d'être au bout du fil, comme tu dis, quand la personne appelle, ou de réussir à faire un retour rapide avec cette personne-là le plus rapidement possible pour justement dire, gars, je t'ai pas oublié, je suis là. Je suis content que tu appelles, de prendre de ses nouvelles un peu. Puis je pense qu'en créant cette relation-là, puis en l'entretenant, puis en offrant un bon service, parce que je veux pas, ça prend ça quand même, ben le client, il n'aura pas envie de partir ailleurs. S'il part ailleurs, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as manqué à quelque part. Il y a une raison pourquoi il part ailleurs. Exactement. C'est peut-être d'essayer d'aller la trouver, la raison. Des fois, c'est pas la raison que tu penses. Il y en a, c'est j'en ai déjà entendu, c'est mon père il est avec une institution financière, puis si on regroupe toutes nos finances-là, on va avoir un rabais. Puis lui, il veut pas partir de là. Fait que là, tu dis, OK, mais gars, je comprends ça. Fait que tu sais, à un moment donné, la compétition est quand même féroce aussi. Fait que il y a des fois où tu vas avoir des défaites, si on veut, mais c'est pas des défaites crève-cœur. C'est juste parce que ça fait partie de la game. Pour en apprendre un petit peu plus sur qui est Marc, tu m'as parlé tantôt que tu allais au Zoo Granby dans tes vacances avec tes 2 enfants. C'est quoi les hobbies de Marc? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre, disons? Souvent, je vais jouer à des jeux vidéo. Non, tu joues à quoi? Je joue à des RPG. Des jeux de rôle, plus souvent qu'autrement. OK, cool. J'ai joué à des Final Fantasy. J'ai joué à Kingdom Come Deliverance. Nice, OK. C'est le style de jeu de même que j'aime jouer. OK. Fait que ça me décompresse aussi. 100%. Même si je suis encore devant les écrans, des fois je me dis, il faudrait que je décroche les écrans. Mais c'est d'autres écrans, là, plus le fun peut-être. Là, mais... un peu plus, ça change les idées. Sinon, c'est de prendre le temps d'être avec mes enfants aussi. Un homme de famille. Un homme de famille, oui, c'est important là, quand même. Là, j'accompagne mon gars, j'essaie le plus possible de ne pas manquer ses matchs de baseball. C'est cool, ça. Justement, là, parce que j'aime ça de voir aller. Je pose cette question-là parce que c'est important de... Moi, disons que je serais à la recherche d'un professionnel aussi de faire affaire avec n'importe qui dans mon réseau. Comment il valorise son temps off? Est-ce que c'est quelqu'un qui est workaholic, qui fait juste ça de sa vie? Je valorise quelqu'un qui a une vie familiale, qui a du temps libre, qui se permet, qui se met ces limites-là. C'est quelqu'un d'équilibré. Parce que exactement. Puis le mot équilibre est important parce que quelqu'un qui fait juste travailler tout le temps, à un moment donné... Ça finit plus. Ça finit. En fait, ça a une finalité, malheureusement. Oui, mais c'est ça. Il s'épuise, il ne recharge pas ses batteries. Fait que quelqu'un qui prend le temps de trouver l'équilibre entre les deux, mais va justement avoir plus de jus pour s'occuper de sa clientèle à ce moment-là. Puis, mais je comprends, surtout au début, quand tu commences ton entreprise, que c'est pas toujours aussi simple que de dire « Ah oui, c'est ces structures-là que je veux avoir, puis je veux pas dépasser ça. » Mais la réalité, c'est que des fois, tu n'as pas le choix parce que justement, il faut en démarrant ton entreprise, oui, c'est bon de se fixer des limites, mais en même temps, faut que tu aies une base. Faut que tu ailles chercher une certaine base. Je pense à un revenu qui dit, OK, ce revenu-là, je suis capable d'aller chercher mois par mois, j'ai une certaine confiance, ça me permet de payer mes trucs. Là, je peux commencer à mettre certaines limites. D'arrêter, la première année, j'ai fait beaucoup de rencontres à 8h ou 8h30 le soir, 9h. Puis j'ai commencé à trouver que mes journées étaient longues pas mal. Là. Fait que là, j'ai réduit ça. Puis j'ai dit, en parlant avec certains autres conseillers, qui disent, mais le monde, si tu les laisses faire, ils vont les prendre. Mais si tu leur dis, moi, c'est entre telle heure et telle heure, ils vont trouver le moyen de. C'est vrai. Puis, d'un coup, qui m'a dit ça, j'ai commencé à le faire. Tu sais, je mets ça jusqu'à 6 heures. Ben oui. Fait que, tu sais, t'as le temps de finir de travailler puis d'avoir des rencontres. Fait que, mais ça, c'est drôle parce qu'on se dit, OK, merde, là, le client n'est pas disponible là, ben, je vais m'adapter ou je vais m'acheter à son horaire. Ça. Mais bizarrement, quand tu commences à mettre ces limites-là, du genre, moi, j'ai mon calendrier de rendez-vous, c'est juste les lundis de 10 à 4, je me souviens bien. Puis c'est 30 minutes. Mais c'est juste les lundis, mes meetings. Tu sais, j'ai plus de plage entre mes podcasts, mettons, parce que, disons qu'on a un enregistrement ce matin à 10h, je pourrais me mettre à 10h30 un meeting, mais c'est trop tight entre l'autre enregistrement, puis t'es dispersé, tu fais d'autres choses. J'aime mieux être dans ma journée de meeting, puis après ma journée de podcast. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais les gens vont respecter ça. Oui, un coup, tu mets tes limites, ils respectent ça. Puis s'ils ne respectent pas
toi, ben, c'est Ben, peut-être tout parce bad. que Si ils sont pas capables de respecter toi, tu sais, c'est quoi ça. le genre de relation que tu veux avoir? Tu sais, ça me... C'est ça, ben, c'est ce que tu découvres. Puis ça, malheureusement, il faut que tu le vives. Right. Faut que tu le vives pour Oui, pouvoir c'est ça, faut que tu le vives pour le savoir, mettre tes limites limites. par après. Là, parce que là, tu dis à un moment donné, Ouais. c'est ça, tu dis, hey, là, c'est parce que là, Ouais. je vois plus mes enfants. Ben, justement, là, je m'adapte aux clients. Puis là, tu dis, non, les clients, j'ai pas d'affaire à m'adapter aux clients nécessairement, mais moi aussi, les autres, ils disent, ouais, mais je travaille dans la journée. Ouais, mais c'est parce que moi aussi, je travaille. Puis le soir, aussi, j'ai le goût de voir ma famille. Ouais. Là. Ouais. Je suis pas différent de vous autres. Là. Moi aussi, j'ai une T'as vie de une vie aussi, famille. là. Tu sais. Exact, ouais, c'est ça. Fait que un coup, tu te mets ça comme objectif. Puis, tu sais, je pense que c'est important quand même d'avoir une partie en début de soirée pour essayer de faciliter un petit peu parce que. Mais de là à dire que j'en fais jusqu'à 8h, 9h, à cette heure, non, j'en fais plus bien. 100%. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr, si tu fais encore des rencontres en présentiel dans les premiers temps avec un client, ben les gens, travailleurs autonomes, c'est un peu différent, là, mais mettons, un salarié, ben c'est 9 à 5. Fait que le temps qu'ils arrivent chez eux, 6h, 6h30, là, ils soupent, tu sais, c'est le temps un petit peu... Tu sais, c'est des heures un petit peu... souvent, bizarres, rendu mettons, à là. 7h30, 8h, 8h30 le soir, là, T'es fatigué. les gens sont fatigués, ont leur journée dans le corps, C'est sont ça. moins compréhensifs un peu. 100%. Ils ont plus de... Pas nécessairement de misère à suivre, mais sont moins présents un petit peu. Là. Puis des fois, tu le vois dans le visage. Là. Fait que tu te dis, c'est pas sûr que c'est super productif pas top, non, nécessairement là, à ces heures-là. Là. C'est ça. Fait que tu veux t'assurer que ça soit quelqu'un aussi de sérieux. Tu sais, Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, éviter du temps pour lui puis pour toi. Là. fait que, tu sais, Ah non, 100%. Je suis curieux. As-tu des outils technologiques que tu as mis en place pour être plus performant, efficace en tant que conseiller dans tes tâches? j'ai mis des rappels automatiques pour les rendez-vous de clients. OK. Parce qu'une des choses que tu te rends compte dans ce métier-là, c'est surprenamment, c'est le nombre de personnes qui vont prendre un rendez-vous et qui ne se présentent pas. Des no-shows? Des no-shows. Il n'y a pas de nouvelles, pas d'un courriel dire Pour dire je serai pas là. je vous l'appelle. Fait que là, j'ai mis ça en place justement pour réduire ça. Je pense que ça l'a réduit quand même pas mal. Mais il y en a encore pareil. Fait que c'est un côté un peu que je trouve irrespectueux. Ça, c'est 100%. 100%. Faut que tu le mentionnes au moins, tu sais, puis j'en fais beaucoup de rencontres de même, de préparation, de préparatoire, puis de découverte. Puis j'en ai beaucoup de pourcentage de gens qui se pointent pas. Puis ce que j'ai comme règle, c'est qu'après 5 minutes, l'appel se ferme. Après 2 minutes, j'appelle la personne parce que j'ai accès à son numéro de téléphone. Puis s'il ne me répond pas, ben boîte vocale, replanifie un moment dans mon calendrier. C'est ça. Si tu me réponds, OK, est-ce que tu es au courant que notre rencontre, c'est maintenant? Tu es toujours capable pour notre meeting de 10 heures? Ah oui, OK, step 1, je ne l'ai pas vu dans mon calendrier. Souvent, c'est la réponse qu'ils donnent, oui. Ou, je pensais que c'était dans 1 heure. Tu sais, c'est dans ton calendrier. Tu devrais pas manquer ça. Tu sais. Fait que c'est des raisons souvent où j'ai pas reçu. Ouais, fait que, c'est des choses qui arrivent, mais en même temps, c'est ça. Ça fait partie de la joie d'être en affaires. Maintenant, comment on s'ajuste à ça? Ben, exactement. Puis right? je pense que justement, de mettre les rappels, ça en est un. Parce qu'il ne peut pas te dire, ben je le savais pas. Parce que j'en mets 2 heures avant la rencontre. Fait que si tu ne la reçois pas directement sur ton téléphone, exact. Excuse-moi, là, mais qui n'a pas un téléphone aujourd'hui? C'est à part les personnes plus âgées, là, des fois, qui ne l'utilisent pas, là, mais encore plus là. ou moins ta clientèle aussi. Là, fait que, non, mais c'est ça, mais j'en ai, mais généralement, c'est pas eux autres la problématique. Là. Ou ils ont moins un ordinateur, fait que ça, c'est sûr. Fait que, puis évidemment, tu as un calendrier, j'imagine, pour quel outil que tu utilises avec ton calendrier? C'est l'application Booking. Avec la suite Microsoft, nice. Là, la compagnie fournit cet outil-là, fait que je m'en sers là, justement pour ça. Oui, vous êtes plus avec Teams, si je me trompe bien. Exactement. Microsoft, tout ce qui est Microsoft Suite 365. Comme ça. C'est un beau gabarit, là, justement. Ouais. Puis il y a ça, puis c'est pas mal ça que je me sers là, pour ma clientèle, là, entre autres. Là, puis je me sers aussi de l'outil Planner là, pour effectuer mes suivis là, au niveau de qu'est-ce que j'attends comme dossier ou où est-ce que je suis rendu dans un dossier aussi. Comment tu organises ces suivis? C'est disons que justement, tu attends des documents de certains d'un client pour un rappel, tu envoies des courriels automatiques. C'est quoi un peu le...
Ben, pour un rappel de courriel, généralement, c'est moi qui vais les faire moi-même. Là. OK. OK. Quand je vois là, que justement, là, on a planifié une deuxième rencontre, là, je me suis dit, bon, mais là, j'ai booké dans mon agenda la semaine d'avant, il faut que je travaille son dossier. Puis là, elle m'a dit qu'elle enverrait ça, mettons, au début de la semaine d'avant. Puis là, on est rendu au milieu de la semaine, toujours pas reçu. Fait que là, c'est comme, OK, il faut faire un suivi parce que moi, sinon, il va falloir que je reporte le rendez-vous. Là. Parce que si j'ai pas le temps d'analyser ton dossier, ben, je ne me donne rien de te rencontrer. Là. Fait que ça, c'est du cas par cas encore là, pour l'instant. Là. Parce que je ne vois pas comment je peux mettre ça en place automatique. Là. J'ai un script pré-fait pour m'aider à gagner du temps, là, mais sinon, il faut que je le fasse là, à chaque client. Là. Parlons un petit peu de la prospection de ta nouvelle clientèle. Là, si je ne me trompe pas, ta clientèle actuelle, puis comment tu vas chercher des nouveaux clients, c'est à travers du référencement, bouche-oreille. J'essaye le plus possible, mais pour l'instant, c'est des clients existants avec Industrielle Alliance, beaucoup. Là. OK. Réseautage, on en fait, ça aide un petit peu. Oui, bien, ça l'a aidé. Les chambres de commerce ils ont beaucoup aidé quand même là, à te faire connaître, à développer ton côté, justement, là, de vouloir être impliqué dans la communauté d'affaires. T'as-tu déjà essayé de l'approche à froid un petit peu plus? Que ce soit par courriel, que ce soit par LinkedIn? T'as-tu déjà... J'ai fait des appels à froid. Appels à froid? Oh, OK, quand même. Il faut avoir de la motivation. Moi, je trouve que c'est difficile, l'appel à froid. C'est pas quelque chose que j'ai aimé faire. Puis malheureusement, je pense que c'est un côté qui fonctionne quand même bien parce que certains conseillers, c'est juste ça qu'ils font. Mais j'aime pas cette approche-là. Je la trouve trop impersonnelle. Fait que je préfère aller créer des contacts, travailler avec des clients qui sont déjà existants avec nous, puis développer les relations à partir de là. Puis je pense que jusqu'à date, là, je m'en tire quand même bien. Fait que je continue là, ça a même lancé. Fait que je fais vraiment le réseautage, de te faire connaître, de répondre aux besoins des clients quand ils se présentent. Puis ça amène les opportunités d'affaires aussi à ce moment-là. Oui, 100%. Je pense que c'est intéressant d'avoir différentes manières d'aller acquérir de la nouvelle clientèle. Marketing, c'en est une. Je pense que c'est une des nouvelles méthodes, je dirais, d'utiliser justement le contenu vidéo pour aller chercher la notoriété, de la réputation, de la visibilité de la clientèle indirectement. Mais tu peux pas justement te baser sur une méthode qui fonctionne. Je pense qu'il faut diversifier un peu comme mais c'est pour ça que je veux mettre en place un peu plus là, 100%. Les réseaux sociaux parce que c'est une des plateformes, je pense qu'on peut le mieux se connaître. Puis de mettre du contenu plus régulier, je pense que ça peut pas nuire. Parce que, moi, comment je vois les réseaux sociaux, mettons, c'est tu publies une vidéo, tu as des gens qui commentent sur ton post, qui disent voici ce que j'en pense, je suis pas d'accord, je suis d'accord, whatever. Tu crées une discussion, tu crées une certaine communauté. C'est un peu un format de réseautage, dans un 5 à 7 cocktail, whatever, mais décuplé. Tu as beaucoup plus, tu as une centaine, tu as 200, tu as des 1000 personnes, des millions dans certains cas, là, mais plusieurs milliers de personnes qui voient cette publication-là. Donc, tu as accès à un plus grand public, donc tu as accès à un plus grand bassin de clientèle potentielle. C'est une forme de réseautage, mais numérique. Je le vois un petit peu de même. Exactement. C'est une des manières de faire des connexions. C'est d'expliquer justement t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais. Puis je pense que oui. Si les gens te connaissent, puis tu te vois, puis ils apprécient ce que tu dis, puis la vibe, mais il n'y a rien qui les empêche de venir prendre une rencontre avec toi, puis de venir discuter en personne, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer après. Là. Puis des fois, c'est des vidéos banales. Tu comptes une histoire, tu as le fameux modèle de PC Jolicoeur, courtier hypothécaire, qui raconte des histoires clients. Mais ça pogne, tu sais. Il rajoute de l'émotion, du vécu, puis tout ça. C'est une formule qui est gagnante, qui est le fun, qui vient chercher son côté humain, authentique. Puis après, ben, si je prends ton exemple à toi, je te poserai pas une question, explique-moi, c'est quoi un CELI? Les gens peuvent chercher sur Google, c'est quoi un CELI? On sait c'est quoi un CELI, tu sais. Certaines personnes, oui. Tu sais, on connaît les bases, mais en même temps, tu as peut-être 15 conseillers qui vont dire c'est quoi un CELI. Oui, exactement. Là, parle de ce que les autres conseillers ne font pas ou ne disent pas, ou des choses qui sont méconnues dans le métier, ou la perspective d'un client qui investit, les erreurs à ne pas faire ou à éviter. T'sais. Je pense que ça, il y a des choses à amener, il y a des questions qui ne sont pas répondues. T'sais. Surtout, on peut peut-être jumper sur ce sujet-là, mais je trouve que l'investissement, le budget, les finances personnelles at large, on a des gros problèmes au niveau de cette éducation-là personnelle, je trouve. Oui, quand même beaucoup, en tant que je citoyen. dirais, là, c'est assez tabou
d'en parler. Puis je pense que les gens, ils ont quand même une certaine difficulté d'ouvrir les livres là-dessus, justement pour ça. Les gens n'aiment pas ça parler de ça, puis ils ne comprennent pas l'importance de faire un bon budget, ils ne comprennent pas nécessairement tous les véhicules d'investissement qui existent. C'est sûr qu'il y a le côté familial là, qui doit jouer un rôle là-dedans, mais il y a aussi le côté là, éducation là, qui doit revenir. Faut que tu aies un intérêt personnel, c'est ça que tu veux dire, dans le fond? Il faut que à la maison, il faut qu'on prenne le temps de montrer à nos enfants comment ça fonctionne. Puis de le faire nous autres mêmes aussi. Là. 100%. Tu sais. Fait que ça prend un peu la maison, puis ça prend l'école aussi. Avant, dans le temps, on avait les cours d'économie familiale. On faisait de la cuisine, on parlait un petit peu de finance, on faisait de la couture. C'est toutes des affaires qui étaient quand même importantes. Puis à cette heure, mais ça a disparu des écoles. C'est vrai. Ça a été remplacé beaucoup par la culture pour intégrer des immigrants, d'intégrer des différentes cultures qui venaient là. Fait, est-ce qu'on a pris la bonne décision en écartant ça? Je dirais que non, mais 100%. Il y a des affaires, je trouve que ça pourrait être remis là, de l'avant. Good job. Puis tu sais, je pense qu'il y a des pas vers ça parce que quand j'ai quitté, j'ai gradué en 2015 ou en 2016 en secondaire 5. Puis dans mon cours d'histoire, en secondaire 5, à la fin, dans les derniers mois, là, on abordait un petit peu le budget en appartement. Mais on parlait pas de l'impôt, on parlait pas justement du fonctionnement d'une carte de crédit, aller chercher un prêt, des affaires du genre. C'est vraiment faire un petit budget simple, là, tu sais. Fait qu'on commençait à toucher à ça. Puis là, maintenant, il y a un cours vraiment de... Je pense que c'est économie personnelle. Il y a un cours d'économie actuelle là, pour les gens en secondaire. Juste en secondaire 5, on s'entend que c'est tard. Est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus? Tu sais, même, j'en parle souvent dans les podcasts, mais tu sais, faire des petites activités axées vers les finances au primaire. Tu sais, juste des petites activités sans toucher à de l'argent, mais tu sais, faire des exercices de genre-là pour comprendre le processus de gagner de l'argent, les dépenses, tu sais, comment diviser ça dans des petits pots. Il y a des activités qu'on peut développer. Je peux pas croire que c'est encore un tabou puis qu'on on va être confronté à ça, mais attends plus tard quand tu vas être rendu adulte. Tu sais, là, profite de ta jeunesse. Oui, mais quand tu vas être rendu adulte, ça ne tente pas d'être avec 30 000 de dettes de carte de crédit. Là. Non, exactement. Puis malheureusement, je sais que il était un temps, là, je pense pas que ça se fasse encore, mais où tu rentrais au cégep puis tu avais ta carte de crédit qui te donnait là, directement. Là, fait que, ouais? Toi, t'avais-tu ça? Là? Non, moi, j'ai pas connu ça, mais j'ai entendu pour ça les gens plus vieux en parler de ça. Puis tu dis, OK, c'est parce que ça commençait là de dire que, OK, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Bon, pourquoi la carte de crédit? C'est-tu l'argent gratuit, dans le fond, que tu me donnes? Faut que je la rembourse? Je savais pas. Puis ça, c'était tellement quelque chose de base de dire, faut que tu rembourses ta carte. Mais il y a beaucoup de jeunes, là, des amis dans le temps, qui me disaient, je suis très endetté parce que je savais pas qu'il fallait que je la rembourse. Je suis comme, non, mais pourquoi, man? Comment t'es arrivé là? C'est parce qu'il n'y a pas eu de discussion à la maison. Là. Il n'y a pas eu de discussion à la maison. Ça commence avec les parents à 110%. Moi, quand je vais avoir des enfants, je vais parler, tu sais, genre, papa, tu fais combien par année? Ben, je fais tel montant par année. Malheureusement, j'ai encore une fois beaucoup d'amis qui me disent, j'ai jamais discuté ça de mes parents parce que j'avais posé cette question-là à mes parents. C'est ça qu'ils me disaient. Puis ils me disaient, ben écoute, on parle pas de ça à table, c'est personnel. OK, mais c'est parce que. Faut changer. C'est quoi la gêne? Que tu fasses 50 000, 80 100 000 par année, tu restes la même personne à mes yeux. Là. Logiquement, tu serais supposé rester la même personne de base, mais malheureusement... On regarde dans sa familiale. Je pense qu'il y a une certaine gêne parce que les gens n'ont pas une assez bonne aisance de leurs finances. Non, ça, il y en a beaucoup qui... préfèrent pas en parler. D'après moi, c'est ça qui se passe. Mais tu sais, je pense qu'avec la nouvelle génération, justement, avec l'accès à l'information qu'on a, les jeunes aussi se lancent beaucoup plus en affaires. Un petit peu plus, j'ai l'impression. Puis il y a quand même une bonne compréhension, ces jeunes qui veulent investir puis qui veulent connaître. On en parle ouvertement. Là. C'est ça. Fait que il y a une amélioration qui s'en vient. Je suis d'accord. Mais il y a encore beaucoup à faire là, pour que ça soit encore mieux. Tu dois le voir avec tes clients. Là, dans le sens, c'est pas... ça dépend là, avec les personnes qui sont beaucoup plus sérieuses. Mais tu as sûrement eu des meetings de découverte que c'était genre, OK, la personne n'est pas prête à 100%, elle ne sait pas à quoi elle n'est pas prête. Là, plus souvent qu'autrement. Là. Puis des fois, elle demande une planification de retraite, tu fais juste regarder qu'est-ce qu'elle a, puis tu te dis, il te manque 10 000 par année. Là. Faut que tu te mettes, je veux bien t'aider, là, mais malheureusement, il est peut-être un peu trop tard pour que je sois capable de faire le quoi. Là. Fait, ça aussi, là, ça rentre en ligne de compte, là, mais c'est ça. Puis tu sais, honnêtement,
c'est même pas les travailleurs autonomes ou les entrepreneurs, on est bon pour aller, mettons, aller chercher du revenu. C'est pas ça nécessairement le problème en tant que tel, c'est les dépenses souvent. Oui. Je fais un certain revenu, je vais me gâter, je le justifie comme ça, donc je vais aller m'acheter un Sea-Doo, je vais aller me chercher un 4x4, aller chercher la nouvelle voiture de l'année des bébelles, des financements, des par-dessus financements. Parce qu'ils veulent avoir du plaisir maintenant, puis l'avenir, exact. C'est on loin, le voit pas. Là, c'est ça. On le voit pas, mais je travaille tellement fort que je suis correct. Là, je suis prêt à m'acheter un nouveau VUS, là, tu sais. Mais comme... Exactement. Pourquoi? Tu sais, on est dans une société de consommation. Tu sais, on en regarde, 100%. Là, on peut prendre l'exemple du frigidaire. Ouais. Nos grands-parents, il y avait des frigidaires qui avaient dans le sol, puis ils sont encore très fonctionnels. Là. Ouais. Puis nous autres, on en achète un, puis un an après, on est en train de sacrer après parce qu'il est en train de péter en morceaux. La pièce a changé plus cher que d'en acheter un neuf. Exactement. On va acheter neuf, on va le financer. C'est ça, fait que ça aussi, là, la société nous a amené dans cette direction-là aussi. Fait que ça, c'est un côté que j'aime moins aussi. Ben justement, tu dis que les choses, il n'y a plus rien qui dure. Oui, ça, c'est plate. Puis malheureusement, je suis dans ce domaine-là, en marketing, on promouvoit ça d'une certaine manière. En tout cas, ceux qui font des publicités pour des produits. Fait que ça fait partie de la game. En même temps, on peut pas mettre il y a une partie de responsabilité avec la société et les réseaux sociaux. De se comparer à quelqu'un, tu prends un autre conseiller en sécurité financière qui a un hélicoptère, qui voyage, tu le vois là, qui a la vie de rêve, il doit faire des millions par année. Peut-être pas non plus. Là. Peut-être qu'il a loué sa Lambo, peut-être que, je sais pas. Mais on se compare à ça, on stresse, puis on dit, OK, mais moi, je travaille peut-être plus, puis autant, pourquoi je vis pas ce lifestyle-là? Fait que je vais aller m'acheter des bébelles. C'est ça. Puis malheureusement, celui justement qui fait l'hélicoptère, la Lamborghini, probablement qu'il loue, mais il peut pas dire qu'il planifie ses affaires comme du monde. T'sais. Il peut avoir. Qu'il achète cash, là. Il peut avoir sur papier, il peut avoir une vie là, extravagante 100%. Dans les réseaux sociaux, puis en réalité, il arrive le soir chez eux, il ouvre sa canne, puis il mange. Là, parce que le bien paraître a beaucoup d'important. 100%. Fait que c'est des questions à se poser. Pourquoi tu as besoin du logo sur ton char? T'sais? Pourquoi tu as besoin de la nouvelle bébelle à chaque année, changer ton sel à chaque année? Fonctionne-tu encore? Oui. Bon, c'est quoi le but de ton téléphone? C'est de faire un téléphone, c'est d'appeler le monde. C'est-tu parce que tu vas avoir plus de batterie pour scroller sur TikTok? C'est quoi la valeur ajoutée de ton téléphone finalement? C'est ça. C'est plein de questionnements. Je pense qu'en vieillissant, tu réalises que quand tu n'as pas eu ces discussions-là ou ces réflexions-là, puis tu parles, tu dis, hey, je pense m'acheter telle affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas souvent aller chercher des conseils à ta famille, tes amis. Ils disent, ben oui, tu peux, va te gâter, achète-toi ça. Ah, ben, tu sais, il a raison, là. Même si c'est juste 400, 500, 600$ de paiement de char par mois, 700$. Tu sais, je peux me le permettre, là, selon où je pense pouvoir me le permettre, du moins. C'est souvent ça. Souvent, là, c'est ça, oui, parce qu'on va dépenser, mais. Tu ne vois pas tout de suite. Là. On n'épargne pas non plus. Fait que, c'est ça qui est le plus. On n'épargne pas. Le plus compliqué, là, c'est qu'au lieu de prendre un paiement et de dire, bon, ben moi, je mets ça de côté, justement, là, pour mes vieux jours, pour plus tard. Ouais. Au lieu de dire, bon, ben je vais m'acheter un nouveau chauffe-eau, là, tu sais. Ouais, puis je pense que l'argument que les gens vont dire aussi, c'est de dire, ouais, mais, tu sais, l'argent que je vais avoir sauvé, je vais pouvoir en profiter, mais je l'aurai pas. Souvent, c'est ça la réflexion. C'est un peu ça, tu sais. Je vais en profiter sur le moment présent, là, pendant que je suis en forme, c'est ça. Right. Mais là, quand tu arrives, tu prends ta retraite à 65, 70, ça se peut très bien que tu sois en très, 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 très bonne forme. Fait que là, tu vas faire quoi rendu là? Parce que tu vas manger des cannes de bine, tu sais. Tu vas avoir là, ton logement va coûter cher, tout va coûter plus cher, puis là, tu vas dire, ouais, finalement, j'en ai profité quand j'étais jeune, mais là, en ce moment, je m'emmerde pas mal. Ouais, je la regrette peut-être d'avoir acheté cette Audi-là, tu sais. Exactement, pour finalement, là, juste bien paraître. Là, parce bien paraître. Pour moi, un char, tu sais, quand je regarde le monde rouler en Mercedes, en BM, en ça, je me dis, moi, le char, là, j'ai acheté un Toyota Corolla parce que ça, là, je réparais de moins. Ben, toi, puis en plus, tu as la perspective de dire quelle marque qui est la plus fiable, puis quelle l'allure, tu sais. Fait que je suis allé là-dedans, parce que je savais que lui, il m'aurait du point A au point B. C'est ça que je veux d'un véhicule. Je veux pas avoir toute la panoplie la plus luxueuse ou qu'elle soit courbée, puis que, tu sais, non, je m'en fous un peu. Ce que je veux, c'est... Mais je suis curieux parce que là, actuellement, tu as une Toyota Corolla, quelle année?
De 2021. OK, quand même. Quand C'est même une assez belle voiture. récent, parce que Cool. justement, là, je l'ai changé quand je me suis séparé. J'avais un plus gros, puis là, j'ai rapetissé. Ben, c'est une sédan, là. Dans le fond, Pas c'est une 4 portes. sédan, Ouais. exactement. Mais ça, j'avais Ok. 7 places, là, je suis rendu à 5 places. Fait que, Ah, c'était un VES que tu avais? Oui, exactement. Fait que là, j'ai rapetissé. Fait que c'est Nice. pour ça que c'est plus récent, là. Est-ce que les nouvelles Toyota sont aussi fiables que les anciennes? Ils ont-tu gardé leur réputation par rapport à ça? Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est sûr que il y a des comme n'importe quel véhicule, moins tu payes cher, plus ils vont avoir des défauts. Ils ont tous des défauts. Bon, ouais, j'imagine. Ouais, exact. Mais Ouais. oui, Toyota a quand même là, Bonne une très réputation. bonne réputation. Là. Mais ils ont leur petit bobo sur Exact. certains véhicules là, que ça, Ah, ça c'est va sûr. sortir plus. Là. 100%. Tu sais, comme. Il y a des bonnes marques là, tu sais, pour parler de char, là, tu sais, dans le sens, tu peux aller dans du use. Moi, j'ai un Hyundai Santa Fe 2012 qui roule bien, tu sais, puis ça va bien, mais tu sais, du Honda, Toyota, tous les japonais ou qu'est-ce qui est coréen aussi, ça a tendance à bien rouler. Fait que, À cette heure, de plus en plus, surtout, on parle de Hyundai et de Kia, là, on a vu, ils ont beaucoup évolué. Là. ouais, Kia qui a remonté, je pense qu'il est un peu. T'sais, en tout cas, fait que ça, c'est des bonnes discussions à savoir, mais tu sais, c'est ça. Pourquoi justement tu as besoin encore de la nouvelle voiture quand le tien, ben, ça coûte moins cher en réparation aussi, en En casse-tête. bout de ligne, ça peut avoir un impact. Là, tu sais. C'est sûr que quand tu es propriétaire d'entreprise, des fois, tu peux le passer sur tes Tu as dépenses. des avantages Fait que fiscaux, là, c'est ouais. là que c'est un calcul à Ouais. avoir à ce niveau-là. Là, Ça, c'est qu'est-ce qui est vrai. le plus avantageux, mais normalement... J'aimerais vraiment te poser une question par rapport à se gâter. Fait que disons que, tu sais, je sais pas, tu aurais un montant d'argent X là, dans ton compte que tu pourrais flouber, puis tu disais, hey, je pourrais payer cash tel bébel. Est-ce que tu le ferais? Y a-tu quelque chose que tu dis, c'est mon rêve d'avoir telle chose? Tu sais, vraiment un produit physique, là, tu sais. Ouais, je t'avouerais qu'un skidoo, ça m'a toujours tenté. Cool, nice. Mais est-ce que je serais prêt à dépenser le montant d'argent Ouais. X de 10-15 000, peut-être plus? Ouais, là, je sais pas combien Neuf, ça là, coûte j'ai aucune idée, exactement. là. Ouais, c'est ça. Que ça vaut. Ça doit être ça, ouais. Pour les hivers qu'on a aujourd'hui, je suis pas sûr que je serais prêt à payer cette... Ouais, puis faut aller beaucoup plus loin aussi, là, dans le sens, il y a Ben, beaucoup c'est moins de ça, trails, parce fait que là, la petite Corolla, vas-tu réussir à traîner? Ouais, le c'est skidoo, ça. tu sais, Mais t'as un trailer, je sais pas, là, peut-être, là, mais, tu sais, ouais, 100%. Fait que il y a d'autres choses Ouais, à t'as raison, penser là. que de dire, OK, oui, Comment j'adore je le l'amène? skidoo, mais Ouais. moi, j'étais à Sainte-Marthe. Là, je veux dire, Ouais, c'est j'ai pas de piste alentour de Ouais. moi. Là. Avant, Ouais. on pouvait passer sa piste cyclable Exact. dans le temps, mais là, à cette heure, ça ne l'est Tu peux plus. plus, là. là. Fait que, 100%. tu sais, ça Fait aussi, que là, il là, faudrait que tu upgrades, tu ailles chercher peut-être un VUS, mais tu sais, OK, un autre peut-être char. un VUS, puis là, il va falloir que je Juste un me pick-up, déplace combien d'heures avant de... Tu sais, je sais qu'il y a des pistes là, dans le coin ici, mais des fois, c'est pas les meilleures places. Là, Aussi. parce que justement, là, des fois, on Ouais. a des hivers plus de glace que de neige. Là, fait que, Exact, 100%. Ouais, il y a toujours ces questions-là à se poser. Fait on arrive déjà à la fin de l'entrevue, mon cher. J'ai 2 dernières questions pour toi. OK? Actuellement, ta vision de succès, ça ressemblerait à quoi? Ma vision de succès, ben, c'est de réussir à vivre, à payer mes affaires puis à vivre Ok. comme il faut. Nice. Déjà ça, pour moi, c'est de réussir à avoir la tête en haut de l'eau puis à réussir à faire mes affaires sans avoir à me soucier Nice. d'avoir de l'argent ou pas. Ça, c'est le plus important. Fait que un coup j'atteins ça, moi, pour moi, j'ai réussi. Là. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir tout à pu finir. Là. Je suis pas vraiment axé là-dessus. Fait que c'est assez bas de gamme. Là. Réussir à vivre comme il faut, là, J'imagine. c'est la base pour moi du succès. Là. Ouais, j'imagine que tu vivre bien, avoir une belle vie familiale aussi. Exactement. équilibrée, Tu sais, d'avoir un bon contrôle, d'avoir quand même une certaine liberté financière, parce que veux pas, on n'a pas le choix dans le monde d'aujourd'hui. Là. Ouais, c'est sûr. J'ai pas besoin d'avoir des millions qui traînent à côté de moi puis pour avoir l'impression d'avoir eu du succès. Là. Fait Ouais. que, Je pense que le succès, c'est avoir une paix d'esprit aussi par rapport à nos finances, tu sais. ouais, De pas être stressé. non, exactement. Ça l'amène quand même des bienfaits, là, veux pas, là, parce 100%. qu'on n'a pas le choix dans Bien le monde dormir la nuit. d'aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, ouais. Non, 100%. Question qui fait un lien à cette première question-là. Si tu avais l'opportunité de parler à une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Qu'est-ce que j'irais me dire? Très bonne question, ça. Probablement, je me dirais là, que d'aller travailler en arrière d'un bureau, c'est pas aussi pire que tu penses.
Ça peut avoir, parce que ça a été un frein pour moi de me dire, toute ma vie, je me disais, je me vois pas travailler en arrière d'un bureau. Parce que justement, tu es assis, tu bouges pas, tu fais pas rien. Mais là, je me rends compte qu'en travaillant avec ce métier-là, ben, c'est pas nécessairement ça la réalité. Parce que la mienne. Ouais. Fait que je me dirais justement ça, puis que justement, c'est ce qui est moins dur sur le corps, ce qui va faire en sorte que tu peux te faire beaucoup plus longtemps, puis que c'est pas mal moins rushant nécessairement là, que certains autres métiers, mais tout dépend de la passion que tu as aussi, là, c'est ça qui est important. C'est pas si pire de travailler dans un bureau, dans un cubicule, whatever. Là, je pense qu'on a mis ça de côté, de dire, OK, ça, c'est pas la vie que je veux vivre, mais en réalité, si tu vas travailler dehors, là, tu vas voir, puis tu vas vivre l'expérience aussi. Ah, de mais tes c'est mains, ça. Ça vient avec ses enjeux aussi. Là. Exactement. Fait que c'est différent. Là, puis je pense que c'est un côté, je me dirais, j'essaierais de me forcer de dire, ouvre tes horizons un petit peu plus. Là. J'aime ça. Ben écoute, Marc, ça a été plus qu'un plaisir de prendre le temps de jaser, parce qu'on a jasé rapidement ensemble. Puis là, de prendre une heure, je trouve que c'est cool. On apprend un petit peu plus sur soi. Puis, exactement. Je te remercie. Ben écoute, ça fait vraiment plaisir. Puis j'espère que ça me fait. C'est le fun de t'offrir cette plateforme-là, d'avoir accès à ces invités-là qui ont passé au podcast, qui vont pouvoir t'écouter. Ben, j'apprécie ton temps. Puis je me demande, est-ce que tu as aimé ton expérience aujourd'hui? Oui, j'ai bien aimé. Une expérience assez là, relax, pas stressée. J'essaie de faire ça. On discute tout simplement, puis je pense que ça a fait sortir l'authenticité aussi de la discussion qu'on a eue ensemble, là, sans avoir l'impression que tout est... En fait, scripté ou peu importe. Là, exactement. Évidemment, on a des questions comme les gens le savent, mais souvent je diverge. Ben, on a une ligne directrice. Une ligne directrice, c'est ça. Je cherchais une ligne directrice pour nous guider, pour pas qu'on s'éparpille à gauche et à droite. On parle du beau temps, là, mais c'est un peu ça. Exactement, mais sinon, c'est pas des mots, pas un souffleur qui nous dit là, quoi répondre. Là, fait que... Next step, peut-être là, mais non, on sera pas rendu là. Faut regarder ça. J'aime ça, garder l'aspect humain de tout ça. Puis ce que je propose à mes invités, c'est toujours faire un part 2 dans 6 mois. Fait que les nouveautés, what's new, what's next, t'es rendu où? Fait que t'es toujours le bienvenu au studio, mon cher. Parfait, mais je te remercie beaucoup, Anthony. Parfait, merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.